Et c'est parti, c'est aujourd'hui Hogwarts, cours sur les liaisons. On continue sur le quiz, on va revenir sur les liaisons, les différentes liaisons qu'on a. Alors quand on parle d'une liaison, le classique en algèbre binaire, on part en combinaison linéaire, ce qu'on avait dit. Imaginons j'ai une famille B, BI, un support fini, on va dire une famille finie, ce sera plus simple. Imaginons j'ai une famille finie BI, I de 1 à N, une combinaison, c'est une somme de alpha I, BI avec alpha I. C'est une famille BI d'espace vectoriel. Alpha I appartenant à un corps, on va dire R. Là, c'est une combinaison linéaire en espace vectoriel. Et notamment, ça c'est des combinaisons linéaires, et notamment, il y a la règle que si somme de alpha I, BI égale 0, implique pour tout i, alpha I égale 0. Ça c'est la définition de la famille libre. En gros, une combinaison linéaire si une combinaison linéaire est nulle, ça implique que tous les alpha ils sont nuls. On va dire c'est bizarre cette affaire. C'est bizarre. Enfin, il faut comprendre une combinaison linéaire comme un truc comme ça. Imaginons j'ai deux vecteurs. Là, ils ne sont pas obligés d'être orthogonaux. J'ai deux vecteurs. Une combinaison linéaire, c'est je prends alpha, là, on va dire ça c'est B1 et ça c'est B2. Alors, on va dire je prends un certain nombre de B1 par exemple ici, un certain nombre de B2, pam, et je vais quelque part. C'est ça que ça signifie. Pour retourner au point de départ, prendre un certain nombre de lambda B1, un certain nombre de B2. En fait, et c'est comme en géométrie analytique, hein. Ça veut dire que si je prends lambda 1 B1, lambda 2 B2, si je retourne au point de départ, c'est qu'en fait lambda 1 ça vaut 0, lambda 2 ça vaut 0, les deux. Alors on peut se dire, si je prends lambda 1 B1 et avec lambda 2 B2, ça peut s'annuler s'ils sont nuls, ça va faire une boucle, ça va revenir. Non. Pas en algèbre binaire. Dans d'autres types de possibles, oui, mais il faudrait que ça soit courbé, quoi. En géométrie courbée, pourquoi pas. Géométrie, en algèbre binaire, non. C'est comme la géométrie analytique classique où on a notre truc XY. On a un vecteur XY dans le plan. Et si c'est nul, ça veut dire que X est nul et Y est nul. Et si X est nul et Y est nul, X, ça veut dire X c'est lambda 1 et Y c'est lambda 2. Les bases B1 et B2. C'est valable pour V1, B1, B2, c'est valable pour Rn, c'est valable pour tout ce qu'on voudra. Donc souvent, dans ces définitions-là, jamais, franchement, dans les bouquins d'algèbre binaire, elles sont posées comme ça. En même temps, ça allait toujours réfléchir, mais souvent elles sont posées comme ça, mais ça oublie bien de bien signaler quand même ce que ça signifie bien. Bon, c'est de l'algèbre binaire. Et donc, on parle, ça c'est une liaison classique, la liaison, franchement, on va dire une liaison de type 1. C'est une liaison 1. On pourrait écrire ça différemment sans doute. On pourrait l'écrire comme ça. Je prends un vecteur BI, B1, Bn, et je multiplie par alpha 1, alpha n. Et ça donne un truc 0, ça donne lambda. Donc voilà. Pour faire cette multiplication de vecteurs, il faut quand même considérer qu'ils ne sont pas dans le même espace. Hein. Ça, c'est un vecteur dans... C'est même pas forcément dans E. Ça, par contre, c'est dans R, ou enfin dans Rn. C'est vraiment bon, deux espaces particuliers. À la fin, ça donne une coordonnée scalaire, ça donne 0 ou lambda.
Et ce genre de produit, ce produit-là, comme ça, comment dire? C'est un produit particulier, mais on peut le faire, là. Parce que là, c'est du 1N et du NN. Et on peut définir ce produit-là. Et donc là, on imagine, donc là, chacun ils appartiennent à R, chacun ils appartiennent à E. C'est juste un produit alpha 1 bêta 1 plus alpha 2 bêta 2 plus alpha n bêta n, 0, ça donne 0 lambda. Si c'est 0, bon, ça signifie pas plus que ça. Faudrait que, si ça égale 0 pour tout et si ça égale 0 implique tout ça, bon, c'est la définition qui est là. Je ne vais pas en faire le truc. Alors, nous, ce qu'on a dans nos liaisons, en pyramidale, c'est à base de produits, on a dit, pas de somme. Et c'est pareil. Alors, on va revenir à la définition. Je le mets là, c'est un peu du gâchis de papier, j'ai rien écrit. Peut-être que je rajouterai des trucs là. Le papier n'est pas en super bon état. Quand j'ai une pyramide, on va dire maintenant comment on définit vraiment une pyramide. Quand on définit une pyramide, on va dire, je définis n nombres, ceux qui sont là, la BI, qui appartiennent à R. Ouais, R plus étoile, et bien on va dire les BI, on va dire supérieur à 1. On pourrait dire, c'est pas important qu'ils soient supérieurs à 1, mais c'est pour simplifier. Bon, en fait, on peut les définir, les pyramides, avec des BI qui ne sont pas supérieurs à 1, il suffit pas, après on prend leur inverse, c'est pareil. Et bon là, on va dire, pour simplifier, on va les prendre BI supérieur à 1. Strictement, pour un nombre, BI appartient à distinct quand même, c'est le minimum, hein, parce que sinon, bon, c'est bon. Hein. On pourrait ne pas les prendre distincts, hein, on pourrait très bien ne pas les prendre distincts. On peut faire des pyramides avec des nombres qui ne sont pas distincts. Distincts ou pas même, on peut dire. Distincts ou pas. C'est pas si important. Soit distinct ou pas. Même, autant faire le cas général où ils ne sont pas distincts. On peut même imaginer le cas général où ils ne sont pas distincts, où ils ne sont pas supérieurs à 1. Comme ça, on l'imagine à la base. Et comme ça, on peut, on peut, si on tombe dessus, à un moment donné, dans une réduction, le traiter. Et après, bon, c'est le cas général, ils peuvent ne pas être distincts, ils peuvent ne pas être supérieurs à 1. On essaiera, nous, de se ramener à des cas où ils sont distincts et supérieurs à 1, pour simplifier. Et là, j'ai mis R plus étoile. On peut très bien être dans C, hein, on l'a déjà vu, ou dans d'autres espaces. Après, plus tard, on verra ça. Pour l'instant, on dit R plus étoile. Parce que... Donc, on a ces n nombres. Libres ou pas, d'ailleurs. Hein. Liés ou pas. C'est n nombres. C'est des nombres réels, donc. Pas forcément entiers, d'ailleurs. Pas forcément premiers. C'est des nombres. Ces nombres-là, ils définissent après une série également de pentes. Les pentes, telles qu'on les a vues, on peut faire des pentes par rapport à un nombre donné. On peut dire par rapport au premier, à la limite. Donc on va dire, les pentes, les séries de pentes, c'est ln de B1. En fait, toutes les séries de pentes que l'on a, une forme de redondance de pentes. Bon, on pourrait dire, c'est l'ensemble de ln de BI sur ln de BJ. Avec IJ, on imagine comme chroniqueur, on les prend tous. ln de BI sur ln de BJ. Ça fait beaucoup de pentes quand on y pense. Quand on pense au nombre de pentes qu'il y a, ça ferait I fois J. Alors, est-ce que c'est optimal, I fois J? Est-ce qu'il n'y en a pas des doublons? Est-ce qu'on n'a pas des trucs? On peut penser, est-ce qu'on ne devrait pas prendre juste, on prend en bas, là, on prend pas BJ, on prend B1. Voilà, ln de B1, sur ln de B1. ln de B2, sur ln de B1. ln de BI, ln de B1, etc. Jusqu'à ln de BN, sur ln de B1. Alors qu'est-ce qui nous manque ici? Il manquerait que par exemple ln de BI sur ln de BJ. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est cette pente ln de BI sur ln de BJ? Alors on peut imaginer notre exemple je vais le dessiner là, voilà. Hop,
Là j'ai B1, là j'ai B2, là j'ai B3. Et les pentes que l'on connaît, c'est ben là j'ai B2 sur B1, bon ln de B2 sur ln de B1, ln de B3 sur ln de B1, et j'ai celle-là là, qui est là, qui est ln de B2 sur ln de B3. Bon, on peut considérer que les autres, la BI, BJ, on peut les trouver comme combinaison linéaire de celle-là. En gros, si j'ai une ln de BI sur ln de BJ classique, je prends ln de BI sur ln de B1 et ln de BJ sur ln de B1, j'ai fait l'inverse. Donc, n'importe lesquels des autres, après, on peut trouver comme combinaison linéaire de celle-là. C'est comme ça qu'on peut voir les choses. On peut donc considérer que cette base-là, avec celui-là qui vaut 1 d'ailleurs, et cette base-là, bon, déjà, on pourra considérer si elle est libre ou pas, elle peut même être liée, et que cette base-là va générer toutes les pentes comme ça possibles. Toutes. En fait, c'est simple à démontrer. Donc, je les fais oralement pour le faire. Après, est-ce que celle-là est libre ou pas? Ça, c'est notre problème. Et donc, savoir si cette base-là, d'ailleurs, qu'on peut noter comme ça, on va la noter, en fait, cette base-là, après, on en note 1. Et c'est là tout le souci. Hein. Parce que là, tout de suite, on met alpha 2. Ou alpha 1. C'est ça qui m'ennuie. Il faudrait une bonne notation qui soit un petit peu pas trop conne. Parce que si je dis alpha 1, 1, alpha 2, alpha 3. Je veux dire, 1 est égal à alpha 1. Ouais, c'est pas con. Oh, mais c'est vrai. 1 égale alpha 1. Alpha 2, là on va faire alpha i et là alpha n. C'est une suite de pentes qu'on va écrire comme ça. On aurait pu mettre alpha 1 ici, mais après, bon, on peut s'en mêler des pinceaux. Juste pour gagner un indice. Alors, je vais me chercher un soprano. Je me gratte un peu le nez. Alors, ce qu'on va faire. Hop, 1 alpha 1, alpha 2, alpha i, alpha n. Donc, imaginons, quelle est la définition pour ça, pour ce truc-là, savoir si c'est lié ou pas. Alors, on a un truc là-bas. Imaginons qu'il existe des lambda i tels que somme des lambda i, alpha i égale 1 à n, égale 0. C'est la même définition que celle-là, sauf que ce coup-ci, les bi, c'est nos alpha i, et les deux alpha i, là, c'est les lambda i, il ne faut pas les mélanger. La somme des i égale 1 à n de lambda i alpha i égale 0, ça implique, pour tout petit, lambda i égale 0. Ça, c'est la définition de famille libre ou pas. Donc, ce coup-ci, en fait, quand on passe par les portes, on revient à la définition classique qui est une somme, qui n'est plus un produit. On va voir si c'est équivalent, la liaison ici et la liaison là, d'ailleurs. On va voir ça tout de suite. Alors, il va l'attraper la connerie. Alors, imaginons, d'un côté j'ai une famille libre, ou liée, bon, l'un ou l'autre. Somme des lambda i alpha i égale 0. Somme des lambda i alpha i égale 0. Donc, somme des lambda i ln de bi sur ln de b1 égale 0. Donc, égale 0. Hein. Implique pour tout lambda i, sont tous nuls. Ça, c'est la définition de famille libre. Famille liée, ça veut dire que... Hop. On peut en prendre un, enfin c'est 1, c'est 1. Hein. On va sortir le alpha 1. On va considérer que justement c'est l'inverse. On va dire, ça c'est la définition, on va dire, de... une famille libre. On va considérer qu'elle n'est pas libre, qu'elle est liée, qu'il y a une liaison. Il y a une liaison, on va dire qu'il y en a un qui est non nul. Alors on va pas dire c'est n'importe lequel. Il y en a au moins un non nul. Hop. On va dire alpha j. Alpha j est non nul. Donc on a
somme des lambda i, ln de bi sur ln de bj sur ln de b1 égale lambda j moins lambda j, ln de bj sur ln de b1, i différent j, on va dire. Le ln de b1, on le fait passer de l'autre côté. On le fait passer de l'autre côté, on dirait de la magie vaudou quand on fait ça. On multiplie par ln de b1 ici et ln de b1 là. J'ai tout. Donc on a la somme des lambda i, ln de bi égale moins lambda j, et ln de b1, ln de bj, et là c'est i différent j. Qui veut dire donc, après là, on fait passer les logarithmes, les sorts. C'est pareil, c'est pas de la magie non plus. Produit de bi sur lambda i est égal à bj sur bj, on va dire. Sur lambda j. C'est un truc comme ça qui sort. Et ça, ça c'est une forme de liaison. Hein. Alors, pourquoi là il y aura des symboles positifs au-dessus, et là il serait négatif, c'est bizarre. C'est tous plus grands que 1, bon, nos BJ. Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas dit qu'ils étaient positifs, les lambda i, c'est écrit nulle part. On imagine parce que ça en haut, quand on le met en bas, on se dit, tiens, celui-là il a un petit, celui-là il a un grand, ils sont tous plus grands que 1, c'est bizarre. Parce que le produit de. Si ceux-là ils étaient tous positifs, les lambda i, tous plus grands que 1, là t'as un truc qui est plus grand que 1, c'est sûr. Et là, ça serait l'inverse, ça serait plus petit, c'est bizarre quand même. C'est qu'en fait, c'est nulle part, c'est écrit que les lambda i ils sont positifs. Genre, c'est écrit nulle part, mais celui qu'on imagine. Donc, consciemment, vu qu'on a fait ça, là, qu'on est passé en moins, on l'a mis en dessous. Donc, ça, c'est juste le symbole que c'est une combinaison linéaire. Et donc, en fait, combinaison linéaire des pentes ou combinaison linéaire des bases, bon, j'ai pas fait la démonstration purement rigoureuse, mais c'est l'équivalence, on peut le voir. Et après. Enfin, équivalent, j'espère. Enfin bon, on fait les choses de manière à peu près pas très rigoureuse. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que ça, là, ça, c'est la décomposition, il ne faut pas l'oublier de gauche. Hein. Les facteurs premiers, l'unicité. Hein. Dans le sens, si ceux-là, ils sont tous premiers, celui-là, il n'est pas premier. D'accord, il faut penser tout le temps à l'unicité de la décomposition de gauche. Même si ce n'est pas les noms premiers qu'on utilise, on se place dans l'idée là qui est là. En gros, soit c'est unique, soit ça l'est pas. Soit c'est des compositions uniques, soit ça l'est pas. Donc nos pentes, leur combinaison linéaire, c'est ce qu'on étudiait l'autre jour d'ailleurs. Les restes et les pentes, dans quel sens ça va. C'est une pente, c'est une combinaison linéaire de sommes. Tu fais une somme d'un vecteur et une somme de l'autre, et après tu les combines tous, et ça restera un vecteur de la pente. Genre un vecteur du plan. Alors notre truc, les pentes là qui sont là, ça détermine donc l'hyperplan. Le vrai hyperplan, l'hyperplan espace vectoriel, c'est déterminé par ces pentes-là. Alors n'importe quelle combinaison linéaire de ces pentes, ça restera dans l'hyperplan. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Quand on parle de combinaison linéaire, il faut toujours penser comme ça, l'algèbre linéaire. Combinaison linéaire des trucs, tu as deux vecteurs d'un plan, tu les combines autant que tu veux, tu restes dans le plan. Tu ne pourras pas sortir du plan en combinant tes vecteurs de ton plan. Donc tu resteras dans ton plan. Tu restes dans ton plan, tu restes dans ton plan, tu restes dans ton plan. Et de l'autre côté, dans ta pyramide, qui est une sorte de groupe, tu combines et tu restes dans ton groupe. Et donc les deux, on va pouvoir qu'il y a une sorte de lien entre les deux. Donc ça, c'est la liaison de type 1. Une liaison donc, de type 1, ça donne ça. Alors l'autre colline qu'on a vu hier, c'est une liaison, on peut dire de type 2. C'est une liaison quadratique. Et donc la liaison qu'on a là, c'est une liaison qui s'écrit comme ça. La liaison qu'on avait de Cohen hier, c'est une liaison qu'à la fin on avait écrit comme ça. On avait trouvé une matrice M et un vecteur X tel que transposé de X, M, X, est égal à 0. X, et c'était un vecteur 1, alpha, T, alpha mu, comme ça. Ou alpha mu, alpha T, je crois que c'était mu qui était là, alpha T. Bon, ça change pas grand chose. D'ailleurs, ça c'est transposé X plutôt, qui est comme ça. Transposé X, M, X égale 0. Ça signifie
Ça signifie que X est dans le cône isotrope. Dans le cône isotrope, la forme bilinéaire définie par la matrice M. Je me rappelle plus exactement, mais il y avait des moins 2 et des 1 dans la matrice M. Ça a été écrit. La matrice M, elle avait ses valeurs propres, ses vecteurs propres. Elle était écrite. Elle était quelque part, bon. Et cette matrice M, donc, elle a X, le vecteur de pente 1 alpha t alpha mu, dans son cône isotrope. Alors, qu'est-ce qu'un cône isotrope? Quand on a une matrice M bilinéaire, premièrement, elle a son noyau. Son noyau, ce serait le noyau de la matrice M. C'est égal à l'ensemble des Y, tel que, pour tout X, Y mx égale 0, un truc comme ça. Alors que le cône isotrope, c'est l'ensemble des... j'ai mis M là, c'est l'ensemble des kers, ça c'est les kers de M. Et le cône isotrope de M, c'est pareil, mais c'est l'ensemble plutôt des X, tel que X mx égale 0. En gros, le premier là, le premier, c'est même pas tellement ça, hein. Ouais, si je crois que c'est ça. Donc celui-là, il est inclus dans celui-là. Le cône isotrope, on parle de cône isotrope parce que c'est un cône et qu'il est isotrope. Alors, t'arrives, tu te dis ça, ouais, ok, d'accord, mais bon, sinon, à part ça. Bon, apparemment, c'est pas forcément un espace vectoriel, mais c'est pas forcément pas un espace vectoriel non plus, c'est ce que j'ai compris. La littérature, là, elle est assez faible dans mes bouquins là-dessus, sur les cônes isotropes. Bon, en tous les cas, on va l'étudier, ce cône, voir ce qu'on entend par un cône, ce qu'on entend par isotrope. Et bon, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, si on multiplie le x par lambda, ça a l'air de fonctionner. Hein. Alors, tu rajoutes un lambda ici, un lambda là, bon, ça sera bon. Ah ouais. Ça craint quand même. Pour un vecteur, on en a un. D'ailleurs, on a un vecteur, on peut vérifier s'il n'y en a pas d'autres. On fera ça tout à l'heure. D'abord, on va faire un autre truc. Je vais le rattacher, ça n'y a pas de souci. On ira chercher voir s'il n'y a pas d'autre vecteur dans la solution. Alors lui, on va le remettre parce qu'il est tombé. Excusez-moi, là, j'utilise du vieux papier aujourd'hui. Et j'essaie de travailler dans de meilleures conditions à l'avenir. Alors, en même temps, c'est bien d'utiliser le vieux papier. Alors, l'autre coïde, on l'a défini comme ça. C'est une liaison donc type 2. On pourrait imaginer toutes les ordres de type 2 possibles. Telles que pour les pentes, alors, premièrement. Si on se définit le type de pente 1, alpha, alpha 2, alpha n, défini comme on l'a fait tout à l'heure. Hein. Les pentes ce coup-ci, pas les bases. 1, alpha 2, alpha n, on pourrait imaginer une liaison, soit on va dire x, on va dire p, on va appeler, non pas. Ce nombre, on va l'appeler L. L parce qu'il y a beaucoup de ln quand on écrit notre truc. Donc on va l'appeler L. L, c'est notre ensemble de pentes qui sont donc l'ensemble des pentes qui vont définir l'hyperplan de la pyramide. Cet ensemble de pentes définit l'hyperplan de la pyramide. Et comme on avait dit l'autre jour, pour 2 et 3, c'est que 2 et 3, c'est la même pente que 4 et 9, ça définit une pyramide, mais ça définit aussi plein de pyramides équivalentes qui peuvent avoir des valeurs différentes, mais donc ça définit avant tout l'ordre. Cet hyperplan définit l'ordre des briques, pas forcément leur valeur. Cet hyperplan qui définit donc l'ordre des briques d'une pyramide, ou de plusieurs pyramides, on va l'écrire comme ça, 1 alpha 2 alpha n, en se disant, bon, aussi en plus de ça, d'une certaine manière, on peut les prendre ordonnés, en plus de ça. 1 alpha 2 alpha n, on peut mettre directement un ordre dans les pentes, on pourrait dire. Mais c'est pas obligatoire. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans les cas généraux, c'est pas obligatoire, on peut imaginer les cas où c'est pas ordonné. Mais sinon, on peut prendre pour habitude de les ordonner si on peut. 1 alpha 2 alpha n, c'est l'ensemble des pentes L
Alors, qu'est-ce qu'une liaison d'ordre 1 pour ces pentes-là? Pour revenir, c'est donc celle qu'on a sortie tout à l'heure. Telles que ces pentes-là, on peut considérer que c'est ce qu'on a fait tout à l'heure entre les sommes de lambda i, enfin ce truc-là, on aurait 0, tout ça. Les ordres d'ordre 2, c'est donc pareil, on aurait L, M, transposé de L. Ouais, parce que ce coup-ci, le L, je l'ai mis dans ce sens-là, donc la transposé dans l'autre sens. Transposé de L égale 0. Donc, une liaison d'ordre 2, ça serait tel qu'il existe une matrice M. C'est M qui existe, c'est pas un vecteur. Il serait une matrice M telle que LM transposé L égale 0. Une matrice M non nulle. Donc d'un côté, une liaison 1, c'est qu'il existe un vecteur non nul, lambda 1, lambda n, on va appeler grand lambda, tel que lambda point transposé de L égale 0. 1, ça c'est les ordres d'ordre 1. Il existe un vecteur non nul, tel que lambda transposé de L égale 0. Il existe un non nul, c'est une liaison. Liaison d'ordre 2, il existe une matrice non nulle, telle que L, M, transposé de L égale 0. On pourrait se dire ça. Mais on pourrait se dire sinon même, comme on l'a fait là, une matrice M quand même, bilinéaire symétrique, ou qui définit une forme quadratique, comme ça. On peut se dire que la liaison d'ordre 2, ça serait bien que M ce soit en plus de ça, en plus d'être non nul, que ce soit une forme quadratique. Fait qu'elle définisse une forme quadratique. On pourrait dire ça. On pourrait se le dire. Donc il faudrait choisir déjà pour la liaison d'ordre 2, quelle est la meilleure définition? Est-ce qu'on prend toutes les matrices M non nulles ou seulement les M qui définissent des formes quadratiques? Donc ça reste ouvert. Mais dans notre cas particulier de coïde, ça serait M quadratique. Alors, notre M quadratique pour notre lot coïde avec LM traité L de 0, donc ça serait valable pour une matrice, donc N, avec N, genre ça serait au-delà de 3 qu'on peut faire le jeu. Et donc notre loi de coïde à la base, c'est pour revenir donc en général, on met ça ici, hop. C'est pas encore au point, mais je trouverai le jour où je trouve le tour de main pour bien le mettre, ça sera bien, sans tout déchirer. Alors, on y repart cas général. Alors, l'autre coïde cas général, on va se dire, ça tient pas du tout. M1, on va dire somme des amis, I égale 1 à N, sur la somme de I égale 1 à N des racines de MI, au carré, est égal à P sur Q. Alors ça, c'est ça le cas général dans notre code coïde. Le premier lot de coïde, on avait somme des masses des électrons sur la somme des racines des masses, était égal à 2 tiers. Notre cas général, on peut dire dans ce cas-là, si on veut généraliser tout en restant à peu près dans un exercice un peu similaire, on peut dire somme des MI sur somme des racines de MI au carré est égal à P sur Q. Ou on ferait la même conversion de MI est égal à ln de XI au carré. C'est la même conversion qu'on a fait l'autre coup, donc on obtiendrait somme des ln carré de XI sur somme des ln carré de ln de xi au carré est égal à P sur Q. C'est la même. Que l'on divise de la même manière par le même, c'est-à-dire le premier, ln de x1. On aurait somme, ce coup-ci, de alpha i carré sur somme de alpha i au carré qui est égal à P sur Q. Avec alpha i, notre fameuse famille, dont le premier est 1. Donc alpha i est égal à ln de pj, ln de xi sur ln de x1. Donc une fois qu'on a ce truc-là, somme des alpha i carré sur somme des alpha i tout au carré est égal à P sur Q. On peut se dire, bon, ça c'est notre loi de coïde généralisée. Ça signifierait quoi exactement? Excusez-moi, je vais essayer de ramasser ça.
Voilà, c'est un peu mieux. Alors, on a donc là, je vais essayer de couper cette connerie. Hop. Non, pas un ciseau. En fait, des ciseaux. Hop, ici, il y a des ciseaux. Hop, c'est parti, on va couper cette connerie. Hop. Allez. Donc on peut dire Q, somme de alpha i carré, est égal à P, somme des alpha i au carré. Bon, après, genre, ça se résout, ça. Hein. Ça se résout. Ça se résout, ça se résout, ça se résout. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme une somme de formes linéaires indépendantes, par exemple? Et non, parce que c'est là et c'est là. Ça, c'est. Parce que ça paraît indépendante, parce qu'il y en a une de trop. Ça se résout de telle manière. On peut, soit on considère qu'on va essayer de développer cette merde, c'est possible. Somme de alpha i carré, on peut y aller. Hein. Après les costauds, on le fait. Somme de alpha i carré égale à somme de alpha i au carré plus somme de alpha i alpha j fois 2. Il y en a deux ou pas? 1, 2. Et là, il y en a deux aussi ou pas? Alpha 1. 1, 1, 2. Ah, il y en a deux là. Ok. Fois P. Vous avez suivi, j'espère. Donc, somme de alpha i carré. Donc, on a Q. Q moins P. Somme de alpha i carré. C'est égal à 2P. Somme de alpha i alpha j. Qu'est-ce qu'on entend par forme quadratique? Ça veut dire degré homogène en 2. Là j'ai 2, mais là j'ai alpha i alpha j, c'est un degré homogène en 2, ça reste 2. Ça c'est les formes quadratiques. Donc quand on passe cette loi, on passe tout de suite forme quadratique de toute façon. Là j'ai une forme quadratique, là j'ai une forme quadratique, là j'ai une forme quadratique, ça c'est les formes quadratiques. On se dit bon, c'est une matrice qui va sortir, une matrice bilinéaire symétrique. On va essayer de la faire sortir de là. Bon, on peut le faire. Donc de l'autre côté, si j'ai une matrice alpha 1, alpha n, fois on va l'appeler une matrice, on va l'appeler D plus lambda. Et là j'ai alpha 1, alpha n. D plus lambda, c'est-à-dire que la diagonale ça vaut D. Et lambda, c'est lambda partout. Mais des lambda partout, on va rajouter des D sur la diagonale. On va dire, c'est. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle d'ailleurs, cette matrice sur des 1 partout. En gros, bon, c'est un truc comme ça. Et donc ce truc-là, quand on le multiplie, là, on va imaginer une matrice comme ça. En gros, je vais la dessiner. Il y aura des A sur la diagonale et des B à côté. Sur la diagonale, c'est des A et à côté, on va mettre des B, par exemple. C'est comme ça qu'on va finir. Ça ne peut pas être différent que ça. Enfin, ça ne peut pas être différent que ça. On ne sait jamais. Mais pour l'instant, on va rester dans un cas simple. Quand on voit comme ça, bon, on imagine. On imagine que ça va sortir comme ça. Alors, donc on aura A alpha 1 par exemple. La première ligne, on aurait A alpha 1 plus somme des B trucs. Après on multiplie par ça. À nouveau.
Donc on a alpha 1, donc on a A alpha 1 carré. De A alpha 1 carré. Donc A moins P. Et après, somme des alpha 2 alpha n qui donne alpha 2 alpha n B. B. Donc on peut considérer que 2P ça va être B et ça va être A. On est en droit de le penser. Hein. On peut le subdorer pas mal. Rien qu'en lisant la ligne tout de suite, là, on en fait 1. On va comme ça, donc Q moins P, on va dire que c'est A. Et le P, c'est B. Donc ça veut dire que notre matrice, là, on aura Q moins P, ici, en diagonale. Et B, on aura 2P là. Bon, c'est à peu près ça. Je veux dire, ça à vérifier. C'est comme ça que je vois les choses. Sauf qu'on en aura deux, justement. Il y aura deux. On n'en veut pas deux. Parce que après, probablement, il n'y en aura qu'un ici. Bon, les choses sont en doublon. Ça à vérifier. Hein. C'est un truc comme ça. Bon. De toute façon, qu'on a des alpha I, ça sort. Parce que je ne me rappelle plus exactement les formules de. Automatiquement, on est censé le voir tout de suite. Ouais, non, c'est comme ça. Voilà. Alors, après, quand on a l'habitude, moi je suis plus topin, moi je sais plus faire tout ça là. Donc j'essaie de me rappeler. Donc on peut faire un truc comme ça. Théoriquement, ça sort comme ça. La matrice. La matrice. J'espère qu'après ma formation, je vais faire ça pendant 6 mois. J'espère que dans 6 mois, je me rappellerai de tout. Parce que là, bon, c'est assez flou mes souvenirs de mes études. Donc on va dire, on a une matrice comme ça. Donc, ça c'est notre matrice. C'est quoi la question qu'on se posait à la base? Ah oui, notre coïde PQ, ben à la limite, on va sortir une matrice comme ça. Donc à la fin, on se dira, on prend le vecteur, il y a une liaison d'ordre 2 si la matrice est non nulle. Mais c'est quoi vraiment qu'on cherche à la base quand même? Il faut penser à la philosophie du truc. Qu'est-ce que c'est donc que cette liaison après? Qu'est-ce que c'est que cette liaison? Bon, déjà, c'est pas une liaison d'hyperplan. C'est pas une liaison, c'est une liaison différente. Qui fait que ça n'empêchera pas la famille d'être libre. Elle continuera d'être libre. Elle aura juste une liaison différente. En plus, cette liaison, ça impliquera quoi? Alors, c'est à ça de vérifier à quoi ça peut impliquer. En tout cas, c'est une liaison on va maintenant retourner à notre espace 3 là. C'est plus simple. On va l'étudier là, ce qu'on isotrope. On va vérifier si ça n'a pas notre vecteur. Alors. Notre cône isotrope. Ouais, non, franchement. J'ai plus gardé les formules de l'autre truc. De notre matrice. Je sais plus où je les ai mis là. Des moins 2, on va dire c'est un truc comme ça qui sort. La matrice. Je sais pas ce que c'est là. Bon, en tout cas là c'est vecteur propre, c'est valeur propre. Je me rappelle plus de la matrice, mais on a déjà ça, on va essayer de se baser là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que si on prend m facteur de lambda, on obtient moins 3 lambda, ça fait le départ. Et m de moins bêta moins alpha. C'est un moins 1 ça, on est à dire. Je suis pas certain que ce soit moins 1 d'ailleurs.
je crois que c'est un 1 d'ailleurs. On va dire bêta, alpha, est égal à 3, moins bêta, moins alpha, bêta, alpha. On va faire comme ça, tout sur bêta alpha. Hop. On peut voir un truc comme ça. Et donc, si on cherche notre coordonnée de droite, on va faire ça de x, c'est que transposé de x, mx égale 0. Pas qu'on va chercher. Hein. Transposé de x, mx égale 0. Et notre noyau, c'est l'ensemble de mx égale 0. mx égale 0, ça c'est le noyau. Et le noyau, il est nul. Hein. C'est le cas de notre matrice est nul parce que c'est une matrice de rang 3. Dimension 3, son noyau est nul. Théorème du rang. Transposé de x, mx égale 0. On a déjà une solution. On a déjà un vecteur. Est-ce qu'il existe un deuxième vecteur? Imaginons qu'il y a un deuxième vecteur. Y. On a déjà une solution à notre vecteur. X. On a dit c'est pas forcément un espace vectoriel. Donc, on va réfléchir au problème bien. Transposé de x, mx égale 0. On va dire mx c'est un vecteur. Est-ce que mx, on va dire c'est un vecteur v. Transposé de x, v égale 0. Et on cherche x non nul. X nul, ça ne nous intéresse pas. Transposé x, v égale 0 avec x non nul. Et mx non nul aussi. Mais mx c'est y, c'est mx c'est v. Donc on a deux vecteurs, un non nul, l'autre non nul qui était x égale 0. Ça signifie donc, pour revenir au truc qu'on avait là, sur les pentes, sur plein de manières, qu'il y a une forme de liaison. C'est important chez nous la liaison. Faut pas l'oublier. Alors, parce qu'on travaille justement en quantique. Donc transposer x, v égale 0, liaison. xv égale 0 avec txv, ils sont non nuls. La liaison, on la cherche en x ou en v. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça reviendra à peu près au même. Ça signifierait notamment qu'il y aura une liaison par exemple en x, on pourrait dire. Ou en v. Alors, quand on travaille dans R, bon, il y a toujours des. Genre, il y a, le concept de liaison, c'est vraiment un concept propre par la pyramide quand on travaille en quantique. Alors, Tx. En tout cas, s'il y a une liaison dans les Tx, il ne faut pas oublier que dans mes liaisons, tout à l'heure, quand je les ai définies, au fait, quand je disais. Un truc comme ça, là, d'un côté on avait les pentes, de l'autre côté on avait les lambdas. Il faut oublier que les lambdas ils étaient dans Z. Hein. Et les pentes, c'était dans un ensemble de pentes, mais c'est vraiment défini dans un ensemble particulier. Ils étaient là ils étaient dans Z. Et de l'autre côté, alors que là, le X qu'on cherche, ça veut dire il n'est pas forcément dans Z. Hein. Et d'ailleurs, on cherche quoi exactement? Dans quel ensemble? Je cherche le cône isotrope d'une matrice. Et de l'autre côté, j'avais une solution qui était un vecteur de pente. C'était un vecteur de pente. C'était des nombres rationnels. Bon, en tout cas, il faut réfléchir à cette question-là sur combien de minutes, là, c'est bien ou pas? J'ai pas envie de passer 1000 ans là-dessus. Je résoudrai ce problème pour la prochaine fois. Parce que j'ai pas travaillé dessus, là, il faut le temps de réfléchir, ça m'ennuie un peu. Sinon, il y a un autre problème pour les liaisons. Aujourd'hui, il y a un cours de liaison. Faudra donc que j'étudie les cônes isotropes pour la prochaine fois, pour ce truc-là. Donc aujourd'hui, c'est un cours de liaison. Juste pour rappeler ce que c'est qu'une liaison. J'insiste, mais je suis désolé.
Imaginons j'ai un ensemble par exemple, de dimension n. On va dire j'ai un groupe de vaches. Avant je les appelais groupe de vaches, une pyramide. Imagine j'ai une pyramide, on va dire Pn, on va dire, de dimension n. Pn, mais c'est pas. On va dire Pn, on va peut-être le mettre au milieu. Bon, c'est parce que c'est pas un indice non plus multiplicatif. Imaginons j'ai une pyramide de dimension n, mais elle est liée. Si elle est liée, c'est qu'il y a au moins une liaison. On peut considérer, il faudra que ça soit démontré, que tant qu'une pyramide est liée, on peut la descendre d'au moins un cran. C'est-à-dire on peut la descendre en dimension n-1. Tant qu'elle est liée. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive au nombre minimal, K tel que PK soit libre. Donc tant que c'est lié, on doit pouvoir descendre d'un cran. Ça doit se démontrer un truc comme ça. On peut le démontrer facilement, je pense. Il faudra quand même faire la démonstration rigoureuse que tant que c'est lié, on peut descendre d'un cran pour descendre jusqu'au moment donné où c'est pas lié, où c'est libre. Par exemple, on peut le faire en dimension 3. J'avais fait, d'un cours, j'avais fait aussi ça l'année dernière ou il y a 2 ans. J'avais fait en dimension 2 ou 3 facilement, mais en utilisant Bézout. Moi j'utilise Bézout pour ça, pour la réduction. Le problème c'est que je ne me rappelle pas exactement la démonstration. Alors si je commence à la faire, je vais aussi perdre du temps parce que le temps de me... En fait, il faut partir vraiment sur du Bézout, sur le fait que... Imaginons, par exemple, on va partir en dimension 3. J'ai une pyramide de dimension 3, mais elle est liée. Je vais descendre en dimension 2. Donc elle est liée, c'est-à-dire qu'il y a B1 puissance alpha 1, qui est égal à B2 puissance alpha 2, et 3 puissance alpha 3. C'est une liaison, il y a une liaison comme ça qui va sortir. Quitte à faire une inversion des termes, à changer des trucs, on aura un truc comme ça qui va sortir. Et ce qu'on veut démontrer, à partir du moment où on a B1 puissance alpha qui est égal à B2 puissance alpha, qu'il y en a un, je veux dire, qu'il existe un point qui est les ondes de deux autres. Ce qu'on va démontrer, ça veut dire qu'alors tous les nombres, alors pour tout alpha i appartenant à Z3, à Z. Bon, vous corrigerez, là c'est pas très rigoureux, mais parce que j'ai la flemme d'écrire les trucs. Tout alpha i, toute famille, alpha i, alpha tout alpha i appartenant à Z3, on aura B1 puissance alpha 1, point B2 puissance alpha 2, point B3 puissance alpha 3. Donc pour tout alpha, il sera bêta 1 et bêta 2 appartenant à Z tel que ça est égal à bêta 2, bêta 1, B1 bêta 2, donc B2 bêta 1 et B3 bêta 2. Donc tous les trucs comme ça, pour les écrire comme ça. C'est une réduction d'un cran. Il suffit qu'il y en ait un pour que... Et là j'ai mis les mêmes indices, donc ça va s'embêter. Et parce qu'après on se mélange. Ça, en dimension 3. Imaginons que j'ai une liaison comme ça. Alors pour tout... voilà. Là on va mettre un alpha 0 ici, là, pour se comprendre. Hop. Alpha 0 est égal à alpha 0,2 est égal à alpha 0,3. Alors pour tout alpha i, tel truc ça, il existe bêta 1 et bêta 2, tel que ce truc-là, on peut l'écrire en fonction seulement de bêta 2, bêta 3. Alors pour faire un truc comme ça, moi je vais utiliser Bézout. Peut-être qu'il y a plus simple après. Peut-être que je m'étais mis des deux dans le cerveau, mais moi je trouve que Bézout ça marchait. Ce qui signifierait, on va se dire. Bézout, faut se rappeler ce que c'est Bézout. Hein. C'est sur les nombres premiers, c'est qu'il existe UV. Si on a PQ premier entre eux, PQ égale 1, il existe UV tel que UP plus VQ égale 1. Bon, je ne me rappelle plus exactement, hein, je ne vais pas perdre le temps. Donc comme ça, moi je démontrerai avec Bézout. Après, on peut le faire en dimension n pareil, avec des pyramides, avec un super Bézout, avec des matrices et un plus grand Bézout. Et on descend comme ça. On descend donc des points de réduction. Donc aujourd'hui, c'était juste pour apporter le sujet des réductions, des matrices, tout ça, des liaisons. Et donc,
Et la suite après, la suite c'est vendredi. Je sais pas ce que je prépare pour vendredi, mais la suite de tout ça. Le principal c'est continuer, c'est la régularité. Bon, c'est pas, j'en sais pas aller très loin, mais au moins on a reposé les trucs, on a reposé les bases comme ça, parce que moi c'est pas frais dans ma tête. Je veux dire, j'ai fait ça il y a 2 ans. Je passe pas ma vie à faire ça. J'ai un métier, j'ai une vie. Vous savez, je joue de la flûte, j'ai plein de trucs à faire. Ce qui fait que même si je l'ai fait ça il y a 2 ans, parce qu'en plus c'est loin 2 ans, j'ai rien fait, je l'ai pas fait depuis. Il faut quand même que d'abord ça, je vois vraiment où j'en étais plus ou moins pour continuer après. Parce que c'est vrai que dans ma tête, il y a eu la grande vision du truc qu'il fallait faire, mais je l'ai toujours pas écrit, hein. Et tant que dans ma tête c'est bon, c'est vrai qu'elle est là dans ma tête, la grande vision de ce que je veux faire. Elle est bien dans ma tête, ouais, mais tant que c'est pas mis sur le papier, bon, c'est pas complètement fait toujours. Allez, à plus tard, ça suffira pour aujourd'hui.